Alors là, on est sur la deuxième vidéo concernant les États-Unis et on a mélangé globalement des éléments qui pourraient être des éléments de cours et des éléments typiques de jalons, d'études de cas. Donc il y a tout un tas de choses à voir sur comment aux États-Unis historiquement on exploite l'environnement et comment paradoxalement on est aussi dans le premier État qui va chercher à protéger certaines ressources naturelles, des choses qu'on a déjà un petit peu vues par ailleurs. Alors vous remarquerez que j'ai choisi chaque photo assez sciemment ou chaque document derrière. Ici, c'est une photo du Dust Bowl qui a été des grandes tempêtes de sable qui ont frappé le Midwest suite à l'érosion des terres, à la surexploitation des terres, qui n'étaient pas des terres cultivées avant. Et donc j'ai choisi cette photo pour illustrer l'idée de nature à exploiter, mais aussi d'une nature très fragile, dont les Américains vont se rendre compte qu'elle n'est pas si infinie que ça. Le principal rapport que les États-Unis ont eu au départ et ses habitants avec l'environnement, ça a été l'avancée de la culture, on va dire, des terres développées par les Européens, notamment d'ailleurs les cultures aussi d'exportation avec les esclaves. Et si on suit la carte ici, on voit bien cette projection vers l'ouest petit à petit qui se fait par des conquêtes militaires aussi contre le Mexique ou des achats de terres. Et les Américains sont allés très très loin dans cette exploitation. On distingue notamment très bien la région grisée ici avec des petits points, qui est la région qui était parcourue par les Français, les Canadiens français, les trappeurs, où se mélangeaient un peu les petits villages de colons qui venaient du Canada avec les Amérindiens. Et c'est dans cette région que la grande culture, le massacre des bisons va se faire, et c'est dans cette région que la fragilité de l'environnement, jusque dans les Rocheuses après avec Yellowstone, va apparaître. Alors, ces 3 siècles d'exploitation agricole, c'est de l'avancée des terres, mais à la fin du 19e, on a un tournant industriel avec le grand développement de l'industrie américaine, les mines de charbon, l'exploitation du pétrole par la famille Rockefeller, la pollution qui commence à toucher les cours d'eau et les grandes villes et qui commence à gagner tout un tas d'États du Midwest ou de l'Ouest en général, comme ici la Pennsylvanie ou l'Ohio. Alors, on peut parler d'une prise de conscience lente aux États-Unis, parce qu'entre les mouvements de la conservation, on pourrait les appeler comme ça, conservationnistes, des années 1880-90, et une véritable prise de conscience de la fragilité de l'environnement, des pollutions et autres, on a eu une marée noire en Californie et une rivière très industrialisée à Cleveland qui ont pris feu, qui ont commencé à susciter des craintes, justement. Après les élites urbaines du début du XXe siècle, on voit des mouvements sociaux, des mouvements jeunes, des mouvements étudiants, des mouvements qui sont totalement opposés à la guerre du Vietnam et qui sont progressistes, hein, c'est marqué à gauche aux États-Unis, qui forment le nouveau mouvement écologique et qui vont permettre une prise de conscience nationale des destructions et de la pollution en général, notamment de l'air et de l'eau. Ici, je vous ai mis une photo qui représente. Alors, je vous ai d'ailleurs mis cette photo où on voit des jeunes parents avec leurs enfants, une petite fille qui a un t-shirt où il y a écrit Let me grow up, qui veut dire laissez-moi grandir. Cette idée, c'est 1970, hein, le premier jour de la Terre, qui voit 20 millions d'Américains défiler un peu partout dans les villes pour proclamer leur refus justement de la pollution de l'air et de l'eau. Alors face à une telle mobilisation qui représente 10% de la population, le président Nixon va passer dans la Constitution des nouveaux droits comme le droit fondamental à un environnement sans pollution, ce qui est assez drôle 50 ans après, et va créer l'Agence américaine pour la protection de l'environnement en 1971, l'EPA, et tout ça suite à cette grande manifestation du premier Earth Day, le jour de la Terre, suivi par ces Américains. Vous voyez la pression sociale sur le gouvernement. Alors parmi toutes ces mesures, et là je vous invite clairement à faire une petite fiche, hein, le Clean Air Act, le Federal Pesticide Act de 72 et surtout le plus important, le Clean Water Act de 1977 qui permet notamment aux Américains d'attaquer les compagnies qui polluent les eaux et d'en tirer un profit, surtout d'arrêter la pollution, mais d'avoir également des compensations lorsque la santé des gens est en danger.
Après avoir été très en avance, les Américains, sur ces législations, de protection de l'environnement et de la santé des habitants, eh ben, on va se retrouver face à une configuration très différente dans les années 80, avec un blocage des lobbies pétroliers, miniers et autres très fort, et un retrait de l'État fédéral sous Ronald Reagan. Là, je vous ai mis une petite caricature qui montrait la vision du monde de Reagan, celle d'un cow-boy qui lutte essentiellement contre le mal que représente l'URSS, et l'environnement passe au second plan. Alors, ce qui a changé, c'est la crise économique qui est passée par là. Et beaucoup d'Américains souhaitent défendre, comme on l'entend parfois en France, leur pouvoir d'achat, leur mode de vie et autres. Et c'est un mode de vie aux États-Unis extrêmement polluant. Encore aujourd'hui, on estime que les Américains produisent 2 fois plus de déchets qu'un Français et consomment près de 2 fois plus d'énergie par habitant, que ce soit pour se déplacer, se chauffer ou autre. Donc le système américain est profondément très polluant et très consommateur d'énergie. Alors Reagan peut s'appuyer financièrement sur un lobby très fort qui est celui de l'industrie pétrolière. Si je vous mets l'industrie américaine, elle est très polluante, elle veut défendre son droit de polluer pour créer des emplois. Et Reagan est très soutenu par la région pauvre rurale très chrétienne qui veulent attirer les industries pétrolières, les industries minières qui fournissent les rares emplois bien payés de ces régions. Ici, je vous ai mis un puits de pétrole ou de gaz de schiste pour que vous vous souveniez un peu de ce dont on a. C'est donc dans ces années 80, début 90, que Reagan et Bush senior assouplissent les réglementations environnementales, notamment sur l'exploitation du pétrole et du charbon, et qu'on assiste à une remise en question des premiers travaux du GIEC sur le climat en 88-90 par ces politiques américains qui vont être alimentés notamment par l'industrie pétrolière, hein, comme je vous en parlais. La famille Bush est très liée au pétrole, elle possédait plusieurs compagnies, et donc on va rester sur ce climato. Après les années Reagan et Bush, on se retrouve avec Bush Junior, le fils, qui s'intéresse essentiellement à la guerre contre le terrorisme au Moyen-Orient et aux intérêts pétroliers des Saoudiens ou des États-Unis eux-mêmes, ou face à Trump, et les deux ne souhaitent pas adhérer au protocole de Kyoto ni aux accords de Paris, et les deux font des États-Unis de plus en plus une nation climato-sceptique où le pouvoir fédéral est opposé aux réglementations. Donc face à ces réticences des républicains, de nouveaux acteurs aux États-Unis se sont encore plus opposés aux politiques fédérales et ont voulu intégrer les politiques internationales, notamment accord de Paris, protocole de Kyoto, comme les États fédérés, donc la Californie, l'État de Washington, l'État de New York, ou des grandes métropoles comme justement New York ou San Francisco, qui s'opposent à la vision des choses un peu rétrograde justement de George Bush ou de Donald Trump. Alors, ce qui fait que face à l'attitude d'un État fédéral très hostile, la Californie, comme l'État de New York, ont décidé, elles, d'appliquer le protocole de Kyoto, les accords de Paris, notamment quand Arnold Schwarzenegger était gouverneur, hein, de Californie, mais aussi des grandes villes qui développent leur propre politique locale, comme San Francisco ou Seattle, qui sont engagées politiquement contre la sortie des accords de Paris et qui appliquent elles-mêmes leurs propres restrictions environnementales et protections. En plus des États et des villes opposés à la politique fédérale, on retrouve des ONG environnementales qui font pression sur les élus du Congrès, et donc députés, sénateurs, ou les firmes transnationales américaines, pardon, qui veulent améliorer leur image, notamment à travers des processus de greenwashing, hein, ça veut dire, je vous ai mis manière de communiquer sur l'environnement sans réellement remettre en question sa manière de produire ou de faire les choses. Mais tout le monde essaie de s'emparer de la question environnementale, et ça déplaisait à Trump.